Le ministre de l'Intérieur vient de traiter l'Assemblée nationale par-dessus la jambe. Le ministre Mahafal Soulnandassana Olivier organise ce lundi 21 juillet et mardi 22 juillet une concertation nationale pour permettre à son département d'élaborer des textes sur les collectivités décentralisées qui seront proposés au vote de l'Assemblée nationale. Les déclarations d'opérations suspectes de blanchiment d'argent ne cessent de s'accumuler. En 2013, elles ont doublé par rapport à l'an précédent. Analamanga reste la région la plus citée. Et enfin, au lendemain du crash d'un avion à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de l'avoir abattu. Les secouristes ont retrouvé la seconde boîte noire de l'appareil. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en version française sur Cool TV. Le mail malveillant a annoncé hier le retour de l'ancien président Marc Ravalomanan. La nouvelle était fausse. Le ministère des Affaires étrangères dément en catastrophe et annonce leur intention de classer l'affaire. Reportage de Ida Asnzo. La ministre des Affaires étrangères Arsula Larazavchim dénonce une manœuvre de déstabilisation. Le fauteur de cet incident vise, selon elle, à déstabiliser l'opinion. Un mail portant l'entête du ministère des Affaires étrangères a informé que le gouvernement approuve le retour de Marc Ravalomanan. Les techniciens sont clairs, le site n'a pas été piraté, d'autant plus que l'extension du mail aurait déjà dû alerter le récepteur. À mon humble avis, je pense que les journalistes ou les personnes qui ont transmis cette information ont fait d'une légèreté. Parce que le fait même que l'email employé soit Gmail, Hotmail ou Yahoo, ça l'aurait déjà alerté qu'il s'agit d'une fake, un fake en informatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de faux. Okay? Au départ, j'ai pensé au départ qu'en fait c'est écrit Hantinienne, par exemple, @présidence.gouv.mg. Dans ce cas-là, il y aurait une usurpation d'identité. Quelqu'un aurait pénétré dans le site du gouvernement et a envoyé un email, ce qui n'est pas le cas. Selon toujours l'avis des techniciens, un piratage n'est effectivement pas à écarter, mais un projet de loi régissant l'Internet a déjà été soumis à l'Assemblée nationale. Dans ces dispositions, le cybercriminalité est passible de 2 à 10 ans d'emprisonnement. Par l'intermédiaire des adresses IP, on peut effacer les données dans les serveurs, faire en fait du hold-up en douce. Ce texte a été soumis à l'Assemblée nationale le 17 juin 2014 à 17h, projet de loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Comme je l'ai dit, il y a l'usurpation d'identité, cybercriminalité. Maintenant, à partir d'un ordinateur, on peut faire beaucoup de mal pour une nation. Et en fait, c'est une bonne initiative de nos députés, de nos gouvernants, de se pencher plus en avant sur cette loi. Le ministère annonce toutefois qu'il n'envisage aucunement de poursuivre le délinquant en justice. L'affaire sera donc vite classée, même si c'est la deuxième fois depuis 10 mois qu'un tel piratage est déploré par nos institutions. Le premier remonte au premier tour du présidentiel où le site de Sénit a été ciblé. Les DOS ou déclarations d'opérations suspectes de blanchiment d'argent ne cessent de s'accumuler. En 2013, elles ont doublé par rapport à l'an précédent. Analamanga reste la région la plus citée, mais jusqu'ici, ni enquête, ni procès et encore moins condamnation pour blanchiment d'argent n'ont défrayé l'actualité. C'est un reportage de Nyandranjen Arsou. 137 dossiers, dont celui d'un politicien, ont été enregistrés au Samifine en 2013. Selon Jean-Claude Razaranen, directeur général, 116 affaires ont été confiées à la justice. Aucune n'a débouché sur une condamnation. 185 personnes, dont 3 non-résidents, sont pourtant accusées. En 2013, le blanchiment porte sur 61,5 milliards d'ariary. Depuis 2008, 440 DOS sont parvenus au Samifine.
En 2013, 137 dossiers ont été traités. Le chiffre a doublé par rapport à 2012. Selon les statistiques, 302, soit 68,64%, concernent des personnes résidant dans la région d'Analamangue. 4 régions d'Emmenabe, Yurumbe, Anjouy et Itas, quant à elles, n'ont pas transmis de données sur le blanchiment d'argent. Le ministère de l'Intérieur vient de traiter l'Assemblée nationale par-dessus la jambe. Le ministre Mahafal Soulnadjassan Olivier organise ce lundi 21 juillet et mardi 22 juillet une concertation nationale pour permettre à son département d'élaborer des textes sur les collectivités décentralisées qui seront proposés au vote de l'Assemblée nationale. Le gouvernement compte élaborer des textes de loi et règlements sur les élections et la décentralisation et les faire voter par l'Assemblée nationale avant de mettre les élections sur les rails. Des propositions de loi sur la décentralisation et les élections émanant du Parlement sont déjà entre les mains du gouvernement depuis 1 mois et demi, mais sont enterrées dans les tiroirs. Il y a des micmacs de la politique politicienne, beaucoup de citoyens dénoncent la stratégie de temporisation adoptée par le gouvernement en ce qui concerne la tenue des élections communales avant la fin de l'année. Le KMF Knoué martèle qu'elles sont une urgence. L'économiste Ugra Johnson souligne que le financement ne devrait poser aucun problème. Il affirme que les circonstances permettent le respect du calendrier électoral initial, c'est-à-dire avant la saison de pluie. Le gouvernement peut organiser les élections pour cette année s'il le veut. Jusqu'à présent, ni les participants, ni l'ordre du jour, ni le mode de fonctionnement ne sont connus, mais selon les informations, cette concertation nationale bénéficiera d'un confortable financement étatique qui veut la fin, mais les moyens. Le 18 juillet, une journée internationale Nelson Mandela en l'honneur de sa contribution à la culture de la paix et de la liberté. Sa devise, l'unité dans la diversité, reste encore un grand défi. Gaëtan Agislav. Le 18 juillet est déclaré Journée mondiale pour Nelson Mandela. Chaque année, l'ONU se joint à la Fondation Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes à aider les autres. De son vivant, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité. Depuis le 14 juillet dernier, plusieurs activités sont organisées dans la Grande Île pour célébrer cette commémoration. Qu'il est très possible, justement, qu'à Madagascar, il y ait une sorte d'apartheid par rapport à la liberté culturelle, dans le sens où justement nous ne luttons pas pour notre propre liberté culturelle qui normalement, à ce que je sache, est une culture centenaire, si ce n'est millénaire. Mais après la colonisation et justement, je dirais, après la période post-coloniale, nous sommes restés dans cette apartheid culturelle. Pour Madagascar, la discrimination raciale n'a pas sa raison d'être. Les Malgaches sont unis par une seule langue. La lutte contre la pauvreté, la famine et surtout l'analphabétisme doit être priorisée au niveau de la société en prenant exemple sur Madiba. Pour lui, l'éducation est la meilleure arme du monde. Une ressortissante chinoise de 30 ans a été retrouvée morte à Somananjar hier soir. D'après les informations, la défunte n'a eu aucun problème avec son entourage. Les proches de la défunte dénoncent un acte dicté par l'argent. Jusque-là, les suspects ne sont pas encore identifiés, mais l'enquête est en cours. Reportage de Michela Ranardan. Ce sont les dernières images de la victime avant son assassinat. Elle sortait de son lieu de travail mercredi dernier à 13h30 avec une grosse somme d'argent dans un grand carton. Son chauffeur était avec elle le jour où elle a disparu. La police a communiqué que le chauffeur est descendu à Janmin, tandis que 2 autres personnes sont entrées dans sa voiture. À la découverte de son corps hier à Somananjar, de nombreuses traces de couteaux ont été retrouvées sur le corps de la défunte. Le corps gisait dans son véhicule 4x4. Les enquêtes sont en cours. Festival de chorale malgache, Canal+ organise un concours de chorale ou de chant a cappella le 25 octobre prochain au Coliseum Hudson's Bay. 15 millions d'arias récompenseront à la formation gagnante. 20 groupes composés de 3 à 20 membres chacun participeront à l'événement. Petits et grands, femmes et hommes pourront prendre part
au concours. Non seulement c'est une opportunité d'ouverture pour les chanteurs talentueux, amateurs ou professionnels, mais elle privilégie aussi la cohésion culturelle, objectif de Canal+ Madagascar. Le directeur général Stéphane Baumier a annoncé que le concours sera diffusé dans le programme événementiel de Canal+. Suivez les explications. Donc la diffusion sur CanalSat, qui sera donc sur la partie canal événementiel. Vous savez qu'on a des canaux qui sont réservés justement à des événements locaux. Et on va commencer à essayer de diffuser des événements locaux comme celui-ci sur les canaux événementiels. Donc ça sera accessible à partir des abonnés qui sont souscrits Access. Et ça vient juste compléter notre message qui est de dire que CanalSat est fait pour tous les malgaches et donc de ramener la culture ou du sport malgache sur nos antennes est quelque chose qu'on souhaite depuis longtemps et donc on va le faire donc au travers de nos canaux événementiels ou au travers des chaînes locales qu'on diffuse déjà sur CanalSat. Donc on est en train justement techniquement de regarder comment remonter un événement en direct et sinon on passera par les chaînes locales si techniquement c'est pas possible. Consternation internationale au lendemain du crash de l'avion malaisien transportant 298 personnes dans l'est de l'Ukraine. Le Boeing 777 qui assurait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur pour la Malaysia Airlines aurait vraisemblablement été abattu par un missile sol-air selon des experts américains. Les responsables ne sont pas encore identifiés. Reportage de France 24. Ces deux femmes sont devenues le symbole d'une pratique qu'on appelle ici au Kerala les épouses d'un mois. Cette jeune fille de 17 ans vient de porter plainte. Elle souhaite garder l'anonymat et nous la rencontrons avec sa mère chez son avocat. L'adolescente accuse son pensionnat de l'avoir vendu à un citoyen des Émirats, Jassim Mohamed Abdul Karim. La première fois que j'ai vu cet homme, c'était au pensionnat. Ils lui ont montré toutes les filles une par une, puis ils m'ont présenté à lui et c'est moi qui l'a choisi. Et après, on m'a dit qu'il allait être mon époux et que le mariage allait se faire dans moins d'une semaine. Jassim l'emmène dans un hôtel pour la nuit de noces. Elle dit avoir été violentée et violée dans une chambre pendant 3 semaines. Ensuite, il est parti sans me prévenir pour les Émirats. De là-bas, il a envoyé un acte de divorce qui ne m'était même pas adressé. C'est le pensionnat qui l'a reçu et qui me l'a annoncé. Le pensionnat, le voici. Cette ONG locale accueille une quarantaine de jeunes filles dont les parents sont trop pauvres pour les nourrir. Le directeur et ses adjoints sont tous aujourd'hui suspendus. Ils sont accusés d'avoir organisé un mariage d'enfants. Ceux qui restent ne comprennent toujours pas. Mais regardez, ça c'est son consentement. Elle n'avait rien, pas de maison, rien. Il n'y avait personne pour la marier, donc on l'a fait. Du côté des autorités, on assure qu'il s'agit d'un cas isolé. Impossible de le vérifier, les victimes portent rarement plainte. Cet activiste estime que plus de 2000 enfants sont nés de ces mariages à durée déterminée entre des filles du Kerala et des hommes venus du Moyen-Orient. Lui, son père est arabe. Il ne l'a jamais vu depuis qu'il est né. Ce qu'elle demande, c'est tout simplement l'application de la loi indienne. Selon les coutumes locales et l'islam, les femmes n'ont aucun pouvoir de décision en matière de mariage ou de divorce. Seul l'homme peut décider de divorcer et il peut le faire autant de fois qu'il le veut. Quand l'homme quitte le pays pour retourner chez lui 3 mois après, c'est terrible pour ces femmes. Elles ont souffert de violences physiques, sexuelles et mentales et elles font face à des gros problèmes financiers qui peuvent les pousser à se prostituer. Ces mariages sont un désastre social. Une télévision locale s'est procuré les images du mariage de Jassim Abdul Karim avec la jeune indienne au mois de juin dernier. L'homme est en fait né lui aussi d'une union entre une indienne et un émirati qui est rentré chez lui avec son fils. 30 ans plus tard, la mère de Jassim vit dans cette maison avec son nouvel époux. Mon fils m'a dit qu'il ne voulait pas se marier avec une fille de là-bas. Il a besoin d'une indienne qui obéit, pas comme toutes ces filles dans les Émirats. Oui, il sait comment ça se passe là-bas. Les femmes travaillent, elles sortent tout le temps et elles n'écoutent absolument pas leur mari. La justice indienne pourrait exiger l'extradition de Jassim. S'il revient, il risquerait une peine de 15 années de prison. Ce serait une première victoire pour les ONG qui comptent bien mettre fin à cette pratique d'un autre âge à Calicut, le tout premier port de l'Inde, là où ont commencé les échanges avec le Moyen-Orient. Israël a lancé une opération terrestre dans la bande de Gaza.
Hier, dans la soirée, après 10 jours de raids aériens ayant fait au moins 237 morts, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense ont donné instruction aux forces de défense israéliennes d'entamer une opération au sol ce soir dans le but d'atteindre les tunnels terroristes qui vont de Gaza à Israël. Suivez le reportage de France 24. L'artillerie pilonne Gaza. Nous sommes à une dizaine de kilomètres au nord de l'enclave palestinienne. Ces canons épaulent les troupes au sol. Car sur le terrain, les combats sont extrêmement violents. Les confrontations directes avec les combattants du Hamas, nombreuses. Un bulldozer de l'armée israélienne a été touché par un missile anti-tank. Parallèlement, l'aviation et la marine poursuivent les raids, des tunnels sont ciblés, mais aussi les domiciles de hauts responsables du djihad islamique et du Hamas. Les blessés sont évacués vers les hôpitaux. Le Hamas, qui continue d'envoyer des dizaines de roquettes, promet de faire payer un lourd tribut à Israël. Nous n'avons pas peur de la confrontation. Nous mettons Netanyahou en garde contre les conséquences épouvantables d'un acte aussi stupide. L'offensive terrestre a commencé jeudi dans la soirée. Quelques minutes avant le début des combats, les soldats se préparaient, motivés par leur chef. Nous sommes ici pour une raison très précise, celle pour laquelle nous nous entraînons, protéger l'État d'Israël. Israël fait rappeler 18 000 réservistes supplémentaires, ce qui porte à près de 70 000 le nombre de soldats mobilisés, mais pour l'instant l'offensive terrestre se limite aux zones frontalières. La mission se concentre sur les tunnels près de la frontière parce qu'ils représentent un danger stratégique pour Israël. Ils permettent en effet de faire passer des combattants, des terroristes sur le territoire de notre pays et de nous tuer. Nous voulons empêcher cela. Une référence à un incident de la veille. 13 combattants lourdement armés du Hamas se sont introduits sur le territoire israélien avec pour objectif, selon l'armée, de s'en prendre à un kibboutz. Cependant, selon la presse israélienne, la décision de l'offensive terrestre avait déjà été prise dès mardi après le refus du Hamas d'une trêve négociée par l'Égypte et acceptée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Juste après ce journal, suivez Mikulouevch avec Inka Zarakoutoumanansou. Le thème portera sur la bonne gouvernance. Est-elle effective à Madagascar? Les invités débattront sur ce sujet. INCAD recevra sur le plateau le général Erlin Travé-Loarson, ministre de l'économie et actuel président du comité pour la sauvegarde de l'intégrité, Cyril Rassamza, un membre de l'opposition, Uchka Fradzona Angenzak et Gabi Vakiniadine. Et puis plus tard dans la soirée, un film intitulé The Grand Budapest Hotel. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très belle soirée sur COUL TV. Au revoir.